Gatineau a toujours été un point chaud. C'est un secteur de la frontière qui est vulnérable. Ça fait des années qu'on en parle. C'est un problème d'intégrité de la frontière. Peu importe la commodité, là, ça a été des drogues, des armes, des gens. Je pense que c'est une décision politique d'abord et avant tout. On fait le choix comme société de ne pas intervenir physiquement sur certains territoires, dont certains territoires des Premières Nations, mais on applique la loi à l'extérieur. Fait que c'est un choix politique qu'on fait pour différentes raisons. L'autre facteur, c'est qu'un problème qu'on pense local peut rapidement devenir national. C'est pas parce qu'on fait une intervention, par exemple, dans la région de Montréal, sur une communauté des Premières Nations, qu'il n'y aura pas de réaction à Vancouver ou à Calgary ou à Saskatchewan. Alexandra Lavoie pour Urban News et je suis à Ottawa, à l'hôtel Westin, pour parler de la contrebande de tabac et de drogue avec M. Danny Fournier. M. Fournier est un ancien policier de la Sûreté du Québec où il s'est spécialisé dans les enquêtes sur le crime organisé et a dirigé les opérations de lutte contre la drogue et le tabac de contrebande dans le cadre du programme Accès. Il est aujourd'hui gestionnaire principal au sein du département de prévention du commerce illicite chez Rothman Benson Edge Canada et il a également contribué à la mise en place du premier programme de surveillance en ligne pour freiner la croissance des ventes illicites sur Internet. Écoutons aujourd'hui ce qu'il a à nous dire. Absolument. Mon nom est Danny Fournier. Je suis le manager senior du département de la prévention du trafic illicite pour Rothmans Benson Edge Canada, qui est une compagnie établie au Canada avec une usine à Québec d'ailleurs depuis plus de 125 ans. Je suis policier retraité de la Sûreté du Québec où j'ai travaillé aux enquêtes sur le crime organisé et où j'ai été responsable de l'unité de lutte à la contrebande de tabac. Puis je suis également témoin expert devant les tribunaux en matière de contrebande de tabac et fonctionnement des organisations criminelles. Pour le moment, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de qu'est-ce que vous avez comme dossier là, au niveau de la contrebande? Absolument. En fait, on a un programme d'assistance gouvernementale qui vise à complémenter les actions des agences policières où il y a des manques, notamment en formation, notamment en interception de machinerie à la frontière. Par exemple, la machinerie qui sert à fabriquer des cigarettes, on n'en fait pas au Canada. Elle est toute importée. Donc, quand l'Agence des services frontaliers intercepte la machinerie à la frontière, c'est nous qui allons faire l'inspection de la machinerie, l'identification de la machinerie, et on produit un rapport pour qu'ils puissent entamer des procédures ou saisir la machinerie. Donc, ce sont des sphères d'activité où on complémente les activités des agences policières et des gouvernements. Un autre des volets qui est super important pour nous, c'est la formation des policiers et des agences gouvernementales en matière de contrebande de tabac. Une formation relativement de base, mais cette expertise-là s'est perdue de telle sorte que l'année passée, on a formé un peu plus de 2000 policiers au Canada en matière de contrebande de tabac. On devrait franchir la marque des 2000 cette année, encore une fois, en matière de formation. Et puis le troisième volet dont on s'occupe, c'est un volet de sensibilisation, d'éducation auprès de la population en général. D'habitude, plus souvent qu'autrement, c'est à travers des associations comme Crime Stoppers, Échec au crime au Québec. C'est beaucoup plus populaire et présent dans le Canada anglais qu'au Québec, mais Crime Stoppers est notre partenaire principal en matière de sensibilisation et d'éducation pour la population générale. On sait que les criminels se raffinent dans leur façon de faire. Pouvez-vous nous dire les enjeux que vous faites face maintenant? Exact. Les enjeux traditionnels qu'on connaissait en matière de contrebande de cigarettes étaient généralement physiques. Donc, un point de vente au détail ou un point de vente physique où des gens vont acheter des cargaisons. Depuis 2022, on a vu une résurgence de ces mêmes opérations illicites-là, mais en ligne, soit sur des plateformes de vente en ligne, soit sur des sites web. C'est un phénomène qui était relativement nouveau, qui était post-COVID, si on veut, auquel on n'était pas habitué, mais ce phénomène-là ne fait que prendre de l'ampleur. De sorte qu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur des plateformes de vente en ligne, des sites web. Pas besoin d'aller sur Deep Web ou Dark Web. Là. On garde ça simple sur ce qu'on appelle Internet ouvert ou Internet libre. Vous pouvez trouver à peu près n'importe quelle substance, y compris du tabac de contrebande, de la drogue, des armes à feu. On a un programme qui adresse ça justement, toujours dans le même esprit du complément des activités policières où il y a un manque. C'est-à-dire que ce sont des biens de consommation qui sont offerts illégalement en ligne, pour lesquels souvent il y a une infraction criminelle ou une infraction réglementaire, que ce soit une loi sur la taxe sur le tabac ou peu importe. Puis ce qu'on dit aux policiers, nous autres, c'est focusser sur les crimes graves. Pornographie juvénile en ligne, des crimes haineux, trafic d'armes, trafic de drogue,
plateformes de médias sociaux qui recrutent des jeunes à Montréal, par exemple, de 14 ans pour aller incendier un commerce, puis qui focuser là-dessus parce qu'il y a beaucoup trop d'autres commodités en vente libre en ligne. Puis on peut avoir des partenaires comme nous pour s'occuper de ça. Donc, c'est un autre des volets dont on s'occupe qui s'adresse spécifiquement au trafic illicite en ligne. Est-ce que vous avez les outils nécessaires pour investiguer, etc.? On a une partie de la solution passe par le réglementaire puis le législatif. Cependant, il faut que ces outils-là englobent tout le marché, pas juste le marché légal. C'est correct de mettre des règles, mais si les règles ne s'appliquent pas au marché de la contrebande, bien, on perd un peu l'essence des lois puis des règlements. Un bon exemple de ça, c'est qu'en Ontario, le marché illicite des cigarettes de contrebande est à peu près à 50 % du marché. Alors, c'est beau qu'on mette des règlements puis des règles sévères sur un produit qui est ultra réglementé, mais si on omet de s'attaquer à la contrebande, bien, nos politiques publiques deviennent plus ou moins pertinentes à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « OK, c'est bien, vous vous attaquez à la contrebande, etc. » Sauf que quand on va justement sur les réserves autochtones, on voit que c'est en vente libre, il y a des cigarettes de contrebande et que les gens qui sont autochtones peuvent en acheter, mais dès qu'on est, mettons, moi, que je vais sur une réserve, que j'en achète, je peux faire face à des contraventions qui sont extrêmement élevées. Là. Exact. En fait, dépendamment de la province où vous vous trouvez, l'application de la loi varie beaucoup. Le Québec a un programme d'application de la loi de lutte à la contrebande qui est probablement le programme le plus efficace et le plus robuste à travers le pays. Et le risque, si vous voulez, le risque de se faire prendre est réel au Québec. Dans d'autres provinces, vous seriez beaucoup plus malchanceux de vous faire prendre, par exemple, ou encore pire, de vous faire accuser parce que vous avez eu un paquet de cigarettes dans votre possession. Au Québec, ce risque-là existe vraiment parce que le Québec a été un fer de lance, si vous voulez, en matière d'application de la loi, puis ils ont un programme assez robuste. Mais effectivement, les lois en matière de taxes sur le tabac sont assez sévères dans la plupart des provinces. Ensuite, certaines provinces en appliquent plus que d'autres. Est-ce que vous êtes capable de nous expliquer pourquoi, justement, sur les réserves, il n'y a pas de problème? On ne va pas aller, justement, dire, écoute, ça, c'est de la contrebande de cigarettes, vous pouvez continuer à les vendre, alors qu'on pose d'autres réglementations pour les autres personnes. Oui, c'est une opinion bien personnelle, là, puis je pense que c'est une décision politique d'abord et avant tout. On fait le choix comme société de ne pas intervenir physiquement sur certains territoires, dont certains territoires des Premières Nations, mais on applique la loi à l'extérieur. Fait que c'est un choix politique qu'on fait pour différentes raisons. Là. Pour les plus vieux comme moi qui ont connu certaines périodes comme Oka, le jeu en vaut peut-être pas la chandelle à un certain niveau. L'autre facteur, c'est qu'un problème qu'on pense local peut rapidement devenir national. C'est pas parce qu'on fait une intervention, par exemple, dans la région de Montréal, sur une communauté des Premières Nations, qu'il n'y aura pas de réaction à Vancouver ou à Calgary ou à Saskatchewan. Alors, je pense que les politiciens tiennent ça en compte dans leur décision d'intervenir ou de ne pas intervenir sur réserve. Est-ce qu'on peut compter à avoir vraiment des résultats alors qu'on voit que Akwesasne, comme par exemple, est un point chaud de contrebande? Exact. Akwesasne a toujours été un point chaud. C'est un secteur de la frontière qui est vulnérable. Ça fait des années qu'on en parle. C'est un problème d'intégrité de la frontière, peu importe la commodité. Là, ça a été des drogues, des armes, des gens. C'est un lieu vulnérable. Où il y a des avancées qui sont faites, c'est qu'en Ontario récemment, ces 2 interventions qui ont été publicisées par la police provinciale de l'Ontario, où ils ont été invités par des conseils de bande, notamment à Ashwaken en Ontario et à Tyendinaga près de Kingston, à intervenir et à supporter le service de police local et le conseil de bande. C'est du jamais vu, en tout cas moi j'en ai pas vu dans ma carrière, là. C'est nouveau de cette année, donc il y a un chemin, une voie de communication dont certains conseils de bande utilisent pour avoir des ressources policières supplémentaires quand ça devient hors de contrôle. Voyez-vous que le gouvernement subventionne assez, justement, les forces de l'ordre, tous les outils nécessaires pour aller arrêter et investiguer? Vous demandez à un ancien policier s'il en faut assez, je vais vous dire non. C'est comme... écoutez, je pense que les priorités dictent l'assignation des ressources. Maintenant, tout le focus est porté sur la frontière. C'est correct.
Mais il ne faudrait pas que ça se fasse au détriment des autres enjeux ou des autres priorités. Puis les corps policiers, comme les gouvernements, font face à des réalités budgétaires qui font en sorte qu'il faut choisir des priorités, puis tu ne peux pas en avoir 7 ou 8, il faudra que tu en aies une ou deux. La frontière est un bon exemple de ça. C'est peut-être un enjeu qui a été créé, ou une urgence qui a été créée par notre voisin du Sud, peut-être plus politiquement. Mais à la frontière, il n'y a rien de nouveau vraiment. Le trafic qui se passe là et se fait depuis longtemps. Les équipes d'application de la loi à la frontière, justement, à Aquastasné, font une superbe job. Il y a des équipes intégrées où il y a des Canadiens qui travaillent avec des Américains de façon quotidienne. Ils sont assermentés des deux côtés de la frontière. C'est un modèle d'application de la loi qui est efficace. Mais ceci étant dit, le secteur géographique demeure un défi constant, peu importe le nombre de ressources qu'on va y affecter. Le laxisme qu'on a vu dans les dernières années sous Trudeau, est-ce que ça a contribué à une augmentation justement de contrebande? Je ne sais pas si c'est lié à des actions gouvernementales ou à un gouvernement en particulier. Ce qu'on a vu post-COVID, c'est qu'il y a eu une recrudescence de la contrebande en matière de tabac, ça c'est certain. Bien, probablement pas juste de tabac. Non, puis je le dis souvent, pour le crime organisé, la commodité, c'est pas vraiment important. Tabac, cocaïne, drogue. Malheureusement, des fois, la commodité, c'est des humains. C'est des personnes qui se font trafiquer ou qui passent en contrebande la frontière. Puis les groupes criminalisés organisés se soucient peu de la commodité. Est-ce que ça, justement, le catch and release qu'on appelle, est-ce que ça vient créer un problème? Bien, le problème existe depuis longtemps en matière de récidive ou de multirécidivisme. Puis là, vous ouvrez un tout autre débat là, qui traite, par exemple, là, de la remise en liberté des personnes accusées ou de l'administration des peines, qui dépasse mes compétences, là, mais par expérience dans la police, l'administration des peines, c'est une chose différente que de la sentence de prison que tu auras eue. Si on te donne 6 ans de prison, 6 ans en prison, c'est long. Mais si ton 6 ans, à cause de l'administration des peines, devient 16 mois, bien, ça perd un peu son sens. On t'a condamné à 6 ans, tu fais 16 mois. C'est pas optimum comme situation. Puis c'est peut-être des trucs qu'on doit reviser, là. Soit la remise en liberté des accusés, surtout les multirécidivistes, et puis l'administration des sentences. On sait que d'autres gouvernements ont tenté d'imposer des peines minimales obligatoires. Certaines ont été renversées par la Cour suprême. Alors, ça ouvre un tout autre débat là, qui est un peu plus complexe et qui dépasse mes compétences législatives, mettons. Dans plusieurs pays, les sachets de nicotine sont vendus non seulement dans les stations-service, ils sont vendus également dans les dépanneurs et même en ligne. Mais au Canada, ils sont traités comme des substances contrôlées. Nous pensons à Rebel News que vous devriez avoir le choix de choisir qu'est-ce que vous voulez comme produit, comme alternative à la cigarette. Si vous êtes en accord, vous pouvez signer notre pétition à freethenicotine.com.